Salut chers science-pistes, bonjour aux scientifiques et bonsoir aux littéraires. Science & Co est de retour, et moi Farah, avec. Et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. En fait, dès aujourd'hui, on va accueillir sur le plateau de Science & Co, une seconde fois, mon duo sciences sociales et humaines. Je vous présente Amy. Salut Farah, je suis super contente de te rejoindre sur ce podcast. Je suis contente de t'avoir. Merci beaucoup. Et comme tu l'as dit, Science Co fait son retour avec un deuxième épisode de la série Cerveau, Lumière, Action. Et aujourd'hui, c'est une chose hyper good vibes qu'on va aborder dans notre premier podcast à deux. En fait, on va voir quelque chose que le cerveau y gère, et c'est quelque chose qui nous fait bouger, qui nous fait vibrer, danser et rêvasser. Est-ce que tu aurais une petite idée de quoi il s'agit, Amy ? Alors déjà, je te trouve très poétique pour une prétendue scientifique. Mais oui, aujourd'hui, on va parler de musique. Alors oui, je ne peux que confirmer, aujourd'hui on va parler de musique. Et pour toi, Amy, la musique, c'est à quelle place dans ta vie ? Pour moi, c'est quelque chose qui accompagne plein de moments de vie, que ce soit pour se motiver, pour se détendre. Et d'ailleurs, je cherche toujours à découvrir de nouvelles musiques. Super que tu dises ça, ça me permet de faire un petit shout-out au podcast Cadence en La mineur et à l'équipe à qui on envoie beaucoup de love. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la musique fait travailler toutes nos neurones et pas seulement celles dédiées à l'audition. Et oui, il faut imaginer que dès qu'on met nos petits écouteurs, notre cerveau devient un chef d'orchestre d'une véritable symphonie, où chaque instrument il a son rôle et il a son importance. J'avais pensé au terme de symphonie neuronale, mais je dois être honnête, l'idée elle était trop bonne pour que je sois la première à l'avoir eue. Et c'est un excellent livre de Barbert Tillman et de Emmanuel Bigan qui en parle déjà et qui utilise ce titre. On peut dire que l'orchestre est en place maintenant, donc on va passer au cœur du sujet. Donc Farah, déjà, tu vas nous expliquer comment le son se fraye un chemin dans notre cerveau. Et moi ensuite, je vais vous montrer l'influence de ce fameux orchestre neuronal sur nos relations, nos ressentis, notre identité, et ce tout au long de notre vie. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce podcast « Nos vies au rythme de la musique ». Oui, et alors je te coupe juste pour dire qu'à la fin de ce podcast, on a une petite surprise pour vous. Et oui, on va parler en bonus d'un sujet qui concerne tous les étudiants, et c'est est-ce qu'on révise mieux en écoutant de la musique ? Avant ça, Farah, Première grande étape, c'est le traitement du son. Le son musical, il rentre dans nos oreilles et il va rejoindre la partie la plus interne de ces oreilles même. Et puis ces ondes, elles vont se transformer en tout petits signaux électriques qui vont passer par le tronc cérébral. Et c'est quoi le tronc cérébral ? En fait, c'est un peu celui qui joue le rôle de station de relais dans le cerveau. Il va organiser toutes les infos captées par catégorie. Alors toi, tu es ça, et toi, tu es ça. Et dans notre cas, il va indiquer si le son il est plus faible ou il est plus fort. Il va envoyer ça ensuite vers le cortex auditif primaire. Et dans notre cas, ce cortex numéro 1, donc le cortex primaire, il va commencer le traitement de la musique. et du coup, ensuite, c'est une autre partie du cerveau qui prend le relais, c'est ça ? Oui, tout à fait, et c'est hyper simple à retenir parce qu'après le cortex primaire, l'info va être transférée vers un cortex qui lui s'appelle secondaire, donc le cortex numéro 2, et le cortex associatif, du coup les numéro 3, qui traitent des caractéristiques telles que les intervalles de hauteur et les contours mélodiques, des gros logiciels de montage de son. Une petite pensée à notre équipe de montage. Et oui, beaucoup de love pour eux. Mais du coup, justement, comme nos menteurs, les cortex secondaires et ceux associatifs vont se répartir le travail. Alors, le cortex secondaire va lui se trouver à gauche et les cortex associatifs à droite. Donc, pour être plus simple, le cortex de gauche, on va l'appeler menteur numéro 1. Et lui, il va être spécialisé dans le traitement des séquences rythmiques rapides. Et celui de droite, c'est le menteur numéro 2. Et lui, il va être spécialisé dans le traitement spectral et la hauteur. Et no panique, j'ai mis plein de mots techniques là, mais le traitement spectral, c'est juste une façon fancy de dire le timbre. Et le timbre ici, c'est un peu quand on règle l'égalisateur d'une chaîne de hi-fi, et pour ajuster un petit peu les graves et les aigus. Sauf que là, c'est le cerveau qui le fait pour chaque note. Et j'ai aussi parlé de hauteur, et bien la hauteur, c'est de la physique. Et je crois qu'on aurait bien besoin d'une petite définition de la hauteur, Farah. La hauteur, c'est ce qui détermine si un son il est grave ou s'il est aigu. En termes simples, plus les vibrations elles sont rapides et plus le son il est aigu. Et plus elles sont lentes et plus le son va être grave. Il faut imaginer un peu une corde de guitare. Si vous la pincez, elle vibre à une certaine fréquence et elle produit un son avec une hauteur précise, ce qui permet à un musicien de jouer différentes notes. Bon, du coup, je vais récapituler. C'est le menteur numéro 1 qui gère les séquences rythmiques rapides et le menteur numéro 2, le cortex auditif droit,
qui gère la hauteur et le timbre. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et non seulement le monteur numéro 1 et numéro 2, ils vont pas traiter de la même manière les informations qu'ils perçoivent, mais aussi ils vont pas recevoir la même info depuis le cortex primaire. Un peu comme certains d'entre nous vont écouter la musique plus pour les paroles et d'autres plus pour les vibes, c'est un peu le cas de notre cerveau parce que la partie de gauche, elle va être plus pour les paroles, alors que la partie de droite, ça va être plus pour les vibes et la musicalité. Différents et complémentaires au final, cette monteur numéro 1 et ce monteur numéro 2, un peu poivre et sel, tout cela. L'enfance. Que c'est important, Amy, la musique quand on est petit. On danse, on chante des comptines et on gossip à propos de ses chanteurs préférés. Mais en fait, c'est pas juste une activité. La musique, c'est un vrai catalyseur cognitif. Alors attends, c'est quoi un catalyseur cognitif du coup? Un catalyseur cognitif, c'est un accélérateur pour le cerveau. Un catalyseur, en fait, ça active plusieurs zones du cerveau au même moment et ça aide à renforcer les connexions neuronales. Et selon certaines études en neurosciences, la musique, ça peut aider à rendre le cerveau des enfants plus flexible et du coup, ils peuvent être plus performants en langue ou en maths. C'est un peu un cheat code en fait. Ouais, mais la musique, ça sert pas uniquement à améliorer les performances scolaires. En fait, quand les enfants jouent ou écoutent de la musique, ils apprennent à identifier, à comprendre, à gérer leurs émotions. C'est ce qu'on appelle la régulation émotionnelle. Et selon le psychologue Daniel Goleman, c'est essentiel pour le développement de l'intelligence émotionnelle. Jouer en groupe, ça permet aux enfants d'acquérir des compétences sociales. On peut citer la coopération, la communication non verbale ou encore le respect des autres. Et ce que tu dis là, c'est pas juste un petit plus. En fait, des recherches en neuropsychologie montrent que la pratique musicale modifie en profondeur la structure et le fonctionnement du cerveau. Les musiciens présentent une meilleure attention sélective, une mémoire à long terme plus développée et une grande capacité à résoudre des conflits complexes. Alors, des conflits complexes, notamment genre en forme de problèmes, pas forcément sur le plan affectif, mais ça aide. Et en fait, la musique, c'est un peu comme une forme de neuroéducation où le cerveau se reconfigure pour devenir plus efficace. Et d'ailleurs, il y a une théorie, la théorie de l'attachement de Bowlby, qui dit que ces connexions sont essentielles pour développer un sentiment de sécurité et d'appartenance. Donc en jouant en groupe, les enfants tissent des liens sociaux, ils s'intègrent et ils trouvent leur place dans leur communauté. Et c'est crucial pour la construction de soi, surtout à un âge où ils cherchent encore leur identité. D'ailleurs, tu as dit que la musique pouvait modifier la structure du cerveau et l'améliorer. Du coup, en quoi la neuroéducation rend le cerveau des musiciens meilleur que celui des autres? En fait, pour pouvoir parler de neuroéducation, il faut d'abord parler de neuroplasticité. À force d'écouter et de jouer de la musique, le cerveau il renforce les connexions entre les régions auditives et motrices. Alors c'est hyper biaisé en tant qu'ex-pianiste de prendre l'exemple vu et revu du piano, mais il faut retenir que c'est la pratique journalière, peu importe l'instrument, qui rend le cerveau plus efficace dans la gestion des mouvements des mains, la lecture des notes et l'interprétation des émotions musicales. C'est un peu comme si le cerveau devenait une machine à précision qui matraque les informations complexes et qui jongle avec de manière fluide. Et dans une certaine mesure, ce que j'ai dit, c'est pas totalement faux. La plasticité neuronale est renforcée par ce catalyseur cognitif qu'est la musique. Et du coup, la neuroéducation nous permet d'être plus performants dans une certaine mesure. Mais du coup, si on n'est pas musicien, est-ce qu'on peut quand même booster notre plasticité? Alors, booster la plasticité, il n'y a rien de plus simple parce que la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se réorganiser pour créer de nouvelles connexions neuronales. Bah, nous, déjà, en tant qu'étudiants, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Genre, on peut apprendre une nouvelle langue, on peut se concentrer dans des activités de répétition, pardon, comme la méditation, le sport, ou jouer à des jeux vidéo. Et, euh, et tout à l'heure, quand on révisait ensemble notre cours, bah, c'est une forme de neuroplasticité qu'on engendre parce qu'on encourage notre cerveau à rétablir de nouvelles connexions, à renforcer celles déjà existantes en revoyant des trucs de notre mémoire, mais surtout à créer de nouvelles connexions. Mais du coup, là, tu nous parles de tous les avantages de bosser la neuroplasticité. Mais en musique, on entend souvent parler de talent inné. Du coup, est-ce que c'est un facteur à considérer? Bah franchement, j'ai vu une étude scientifique à ce sujet et franchement, je veux bien en débattre avec toi. Est-ce que le talent, il est inné en musique? C'est vrai qu'avant qu'on enregistre, tu m'as dit qu'on pouvait détecter les futurs génies grâce à leur ADN, mais comment c'est possible?
Bah en fait, avec les avancées génétiques, on commence à percer les mystères de ce qui fait qu'une personne développe des talents musicaux exceptionnels. Genre, pourquoi individu A serait plus apte à la musique que individu B. Par exemple, certaines recherches ont mis en lumière des gènes spécifiques qui pourraient être liés à l'oreille absolue ou à une sensibilité accrue au rythme. Imagine ça, on pourrait peut-être un jour prédire les futurs prodiges de la musique avant même leur naissance. Après, je suis pas totalement d'accord avec toi parce que développer son talent, c'est beaucoup plus complexe. Et finalement, c'est l'éducation de l'enfant qui fait la différence pour moi. Est-ce que tu pourrais développer, Amy, s'il te plaît? Donc, je vais préciser tout ça avec des exemples. Tu vas voir, c'est très simple. Je te fais confiance. Merci. Je pense que quand tu penses à un génie musical, le premier nom qui te vient en tête, c'est celui de Mozart. Ah franchement, Mozart qui a drop un banger il y a pas si longtemps. C'est vrai. Faudrait en parler, faudrait tout un podcast. On a retrouvé une partition de Mozart il y a quelques semaines à peine. Mais du tu coup, disais. pour reprendre ce que je disais, en fait, si on regarde l'enfance de Mozart, son père, il était déjà compositeur et il a vraiment veillé à ce que son fils soit immergé dans la musique dès sa naissance. Et du coup, en fait, chez Mozart, c'est l'accès à des instruments et à des ressources qui lui a permis de développer ses talents. Et c'est pareil avec Beethoven, par exemple. Hmm. Mais on peut aussi parler des Beatles, qui eux n'ont pas eu une formation musicale très formelle. Mais par contre, ils ont grandi à Liverpool. C'est une ville portuaire hyper ouverte aux influences musicales étrangères, comme par exemple les influences américaines, et ils ont baigné dans tout ça dès leur enfance. Donc au-delà d'une simple prédisposition génétique, c'est surtout qu'ils ont passé des heures à jouer dans des pubs, et donc c'est ça qui leur a permis de devenir des musiciens. Donc c'est en combinant les talents musicaux et la pratique qu'on peut vraiment s'épanouir en tant que musicien. Ouais, et le fait que tu parles de Mozart, ça m'a fait penser à un autre truc. Pas beaucoup de gens le savent, mais Mozart avait une sœur qui, elle aussi, était hyper douée en musique, mais vu que c'était une femme, elle n'a pas pu explorer ses talents musicaux. Du coup, réellement, comme tu l'as dit, c'est vraiment l'éducation qu'il y a autour et les conditions sociales qui font qu'on sera apte à devenir un grand musicien ou pas. Mais ça me fait penser, est-ce que tu penses que n'importe qui pourrait devenir un grand musicien, même genre sans le talent inné? Bah ouais, et d'ailleurs je pense que c'est le cas de la majorité des musiciens parce que les génies au talent inné, c'est très rare en fait. Bah tu sais quoi, en fin de compte, ça marche vers tous les domaines et c'est peut-être ça l'essence du génie, savoir tirer le meilleur parti de ce que la vie nous donne. Waouh, Farah. Ça fait très podcast de développement émotionnel tout ça, non? C'est ça. Mais bon, en parlant de relations humaines, ça me fait penser à une autre dimension de la musique, c'est sa capacité à être un vrai marqueur d'identité. Franchement, Amy, quand t'as parlé du fait de marquer ton identité, moi ça m'a renvoyé à mon adolescence. Il n'y a vraiment pas une période où on a envie de plus la marquer. Oui, c'est à partir de l'adolescence que la musique devient un moyen de définir sa personnalité et de s'identifier à un groupe social, et c'est ce que Pierre Bourdieu appelle un habitus social. À travers nos choix musicaux, on exprime notre appartenance à des sous-cultures et on construit notre identité sociale. Il suffit de penser à des moments qu'on partage avec nos parents ou qu'on passe avec nos amis à découvrir de nouvelles artistes pour comprendre que la musique c'est un vrai vecteur de socialisation et de cohésion sociale. Et en fait, c'est dans les années 50 que la classe d'âge des adolescents se singularise vraiment par rapport à leurs parents, par leur attrait pour le rock, qui est ignoré, voire même méprisé par les plus vieux. Et aux États-Unis, c'est Elvis Presley qui connaît un immense succès auprès des jeunes. Mais par contre, il fait l'objet de beaucoup de controverses, beaucoup de critiques, par exemple à cause de ses mouvements de danse qu'on trouve trop provoquants. Mais c'est justement ce côté-là un peu provoquant qui va attirer les jeunes vers le rock. Enfin, ça fait très cliché ce que je dis, mais c'est un peu ça, non? Bah, d'ailleurs, d'après l'écrivaine et sociologue Christine Détrez, la construction et l'affirmation de la personnalité à l'adolescence, ça passe par des logiques de démarcation, d'affiliation, et donc bah, on peut dire que le côté provoquant, c'est un facteur important, ouais. Ok. Donc on cherche à se démarquer de ses parents, de la musique qu'ils écoutent, pour construire sa propre identité. Mais du coup, certes, la musique, c'est un moyen un peu d'être dans la provocation ou de s'identifier, mais c'est pas aussi un moyen de revendiquer la culture de son pays, peut-être? Bah si, totalement, c'est une vraie identité culturelle qui est très liée aux communautés qui la pratiquent, qui l'écoutent. En fait, jouer de la musique, ça peut également être un moyen de préserver sa culture. On peut penser au flamenco, par exemple, qui est très emblématique de l'Andalousie. Et d'ailleurs, depuis 2010, il est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Et si je te parle de Jamaïque et de musique Farah, tu penses à quoi? Bob Marley. Oui, exactement.
On parle du reggae donc, qui prend Ah sa oui. source dans un mouvement, le mouvement Rastafari, qui est originaire d'Éthiopie. En fait, c'est un mouvement qui mériterait un podcast à lui tout seul, tellement il est complexe. Mais je vais essayer de le simplifier très rapidement. Le mouvement Rastafari, il se construit principalement en opposition avec le colonialisme. Et donc pour les Rastas, comme on les appelle, le reggae devient, dans les années 70, un véritable outil qui permet de populariser leur philosophie en fait. Et dans les chansons de Bob Marley, on retrouve un double appel à la paix et à la résistance contre l'oppression et le racisme. Et encore aujourd'hui, il a une grande influence. Ouais, et c'est chouette que tu parles de son influence parce que en 2013, l'humoriste saoudien Fahad Al-Boutaïli, il va sortir un titre satirique No Woman No Drive. Alors je te laisse deviner la chanson dont c'est basé. No Woman No Cry, je pense. Tout à fait, c'est Bob Marley. Et du coup, Fahad Al-Boutaïli, il dénonce les lois saoudiennes conservatrices qui interdisent notamment aux femmes de conduire, et c'est justifié par des raisons absurdes du genre préserver les ovaires pour faire des enfants. Et autre aspect hyper important aussi, de la musique, c'est un petit peu plus scientifique, mais les émotions que l'on ressent grâce à la musique. Et ça, je te propose de le voir maintenant, Amy. D'ailleurs, Amy, il me semble qu'au début du podcast, tu avais parlé du fait que la musique, ça t'accompagne dans les moments les plus importants, les plus marquants de ta vie. Et du coup, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi une chanson, ça peut, je sais pas, te faire sourire ou te faire un peu pleurer, tout ça? Bah ouais, c'est incroyable qu'une chanson elle ait autant d'impact sur nous en fait. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que grâce aux avancées en neurosciences, on puisse voir que la musique, ça active les différentes zones de notre cerveau. Du coup, c'est pas juste dans notre tête, ces émotions, c'est carrément dans notre cerveau. Et tu peux nous expliquer ça? Oui, je vais bien remplir ma part du contrat en vous expliquant ça. En fait, la musique, au-delà du son, ça va aussi activer plusieurs centres émotionnels primitifs, genre l'amygdale, le striatum ventrial ou certaines régions du cortex préfrontal. C'est les mêmes régions que celles qu'on avait vues sur l'épisode de l'amour. Donc en gros, la musique, c'est comme une petite clé magique qui ouvre la porte de nos émotions. C'est vraiment trop mignon ce que tu viens de dire. Mais je suis totalement d'accord dans le sens où c'est pas juste une question de ressenti, c'est pas juste une porte d'émotion qui s'ouvre, c'est bien une petite clé magique qui est à l'œuvre. Tiens, si genre t'écoutes un morceau hyper harmonieux, bah ton gyrus para-hippocampique. Grosso modo, la plus motivée des pom-pom girls du cerveau et elle s'active à fond. Et du coup, si c'est une musique pas très agréable, Alors, dans ce cas de figure-là, si vous infligez une musique vraiment pas cool, c'est le cortex orbitofrontal et, alors celui-là il est un peu compliqué à prononcer, le gyrus singulaire subcallosal. Alors, un peu waouh, comme le nom le présuppose, c'est un peu des haters du cerveau. Et c'est eux qui prennent les commandes quand la musique elle est vraiment dissonante. C'est comme si ton cerveau avait un petit filtre interne qui jugeait si la musique elle est cool ou si elle est pas cool, en fonction de la manière dont elle est traitée. je crois qu'on arrive à la partie que nos auditeurs attendent impatiemment. Oh non, on arrive à la partie secrète. Les études et la musique. Et oui, là on y est, la partie sérieuse, celle des étudiants et de la musique. Parlons peu, parlons bien. Qui ici écoute de la musique en fond, histoire de rendre les cours un petit peu plus supportables? Alors moi, totalement. J'utilise souvent de la musique lofi, par exemple. Ok, et je pense que tu fais vraiment partie de toute une commu à Sciences Po en fait. Suffit de voir le nombre d'écouteurs et de casques à la bibliothèque. Mais c'est pas qu'un phénomène. Sciences Po, c'est hyper populaire. D'ailleurs, il suffit de voir les playlists Focus, Deep Concentration, Study Chill sur Spotify. Il y en a plein. Et on les connaît bien, en fait. Mais Farah, c'est pas juste un truc de mode, je pense. C'est prouvé par la science que la musique peut nous aider à nous concentrer, surtout dans les moments de stress, non? C'est ça, en fait, quand on révise, notre cerveau, il est un peu en mode surchauffe, un peu en mode erreur 404. Et du coup, entre la tonne de connaissances à intégrer et le stress des examens qui montent, il est vraiment, 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 vraiment en surcapacité. Et du coup, c'est en ce moment-là que la musique, elle peut intervenir en mode un peu savior, en mode aide-nous musique. Et les études ont montré que la musique, surtout des morceaux instrumentaux ou classiques ou lofi, comme tu l'as dit, ça peut carrément aider à améliorer la concentration en réduisant l'anxiété et favorisant un état de relaxation. Surtout si vous avez surconsommé du café, moi je m'y connais. Faudra qu'on parle de ça, le café, dans un autre podcast. Mais carrément, les amis, voilà le sujet du prochain podcast de Science Co en avant-première. Bon, est-ce que tu peux m'en dire plus sur la science derrière la concentration grâce à la musique?
Bah en fait, quand on écoute de la musique, ça va activer le cortex préfrontal, donc celui qui est associé à la planification, la prise de décision et la concentration, du coup que des choses dont on a besoin quand on révise. Mais le gros avantage des morceaux sans parole, alors là je précise que c'est vraiment sans parole, c'est que vu qu'il n'y a pas de parole à traiter, le cortex, du coup le monteur numéro 2, il peut prendre une petite pause. Et c'est que le monteur numéro 1 qui fonctionne. Et lui, du coup, il va stimuler le cortex préfrontal. Mais le cerveau, il peut se plonger dans un état de flux optimal pour la concentration. Et du coup, bien étudié. Mais c'est pas tout en fait. Et oui, parce que quand on écoute des morceaux apaisants, en fait, le cerveau libère la très connue dopamine, c'est la substance liée au plaisir, et ça aide à réduire l'anxiété et à créer un vrai état de relaxation qui permet d'apprendre plus efficacement. Et ce qui est super intéressant, c'est que cet effet est encore plus marqué en période de stress intense, donc comme les examens. Ouais, parce que du coup, l'hormone, le cortisol, l'hormone du stress, la méchante, mais qui est aussi très bien, d'ailleurs, en période d'examen, parce qu'elle nous donne un boost d'énergie, elle est mieux régulée, ce qui permet de rester calme et concentré et de garder la bonne dose de cortisol qui nous permet d'être réactifs. Et un petit bonus, une étude a montré que la musique pouvait avoir un effet de rappel pour nous rappeler de nos cours avant un examen. La musique, c'est un vrai atout pour la révision, à condition de choisir le bon type de musique. Et un bon petit conseil pour nos auditeurs qui préparent les examens ou des DST, peut-être qu'ils devraient essayer différentes playlists pour voir ce qui vous convient le mieux. Tout à fait, et d'ailleurs en parlant de playlist, on vous recommande de tester celle qu'on a préparée spécialement pour accompagner vos révisions. Vous la trouverez en lien dans la description de ce podcast. On arrive à la fin de ce podcast et je pense que je vais vous laisser sur une citation de Lévi-Strauss en rapport avec la musique et les études. Je cite: La musique compte beaucoup dans ma vie, j'en écoute tout le temps, je travaille en musique. Cela peut m'attirer la réprobation de mélomanes qui m'accuseraient de faire de la musique en bruit de fond. Les choses sont plus compliquées, je pense mieux en l'écoutant. Merci à toi, Amy, merci à Lévi-Strauss, et merci à vous de nous avoir suivis lors de cet exposé. Lors de cet épisode. Oula. On se retrouve une prochaine fois pour explorer de nouvelles facettes fascinantes du cerveau humain et de ses capacités. Et merci à toi, Farah, de m'accueillir sur les ondes de Sciences & Co. Et merci à nos auditeurs. À bientôt avec votre duo, Amy et Farah. Au Au revoir. R2M, partageons des ondes positives.